Voilà, je remercie Benoît de m'avoir invité à vous parler un peu du guidage per procédure par l'écho 3D. Vous verrez que c'est en fait l'écho surtout, hein. Il y a du 3D, mais il y a aussi de l'écho 2D. Et je vais vous parler principalement des valves mitrales, mais je ferai un petit commentaire sur les valves aortiques par la suite. En tout cas, le guidage pour la fermeture des fuites paravalvulaires mitrales, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la ponction transseptale. On en a déjà parlé, j'y reviendrai assez vite. Le deuxième, c'est l'aide pour le passage de la fuite. Et ça, c'est quand même essentiellement la localisation de la fuite et puis cette capacité de montrer sur les images de fluoroscopie où est la fuite qu'on a découverte à l'écho. Dans la pose du système, on a plutôt un rôle de constat à la fin de la pose du système pour s'assurer que tout va bien. Bien sûr qu'on va évaluer le résultat. En particulier, c'est vraiment important de vérifier chaque fois le gradient sur la prothèse. Et puis, on est là pour des complications éventuelles. Ponction transseptale, nous, jusqu'à maintenant, comme tu disais, Benoît, on n'a pas tellement cherché à orienter la ponction en fonction de la localisation de la fuite, mais peut-être qu'on devrait. On avait plutôt l'impression que pour les fuites paraseptales, il fallait ponctionner assez haut pour avoir le temps, disons, la place de faire toute une boucle pour revenir vers le septum, mais on n'a pas assez d'expérience pour le dire. Vous voyez ici, bien sûr, l'image correspondante. Après, bien sûr que l'écho, à la fois 3D natif et 3D couleur, il est très important. Je ne vais pas revenir là-dessus pour l'évaluation des fuites. J'ai repris à dessin le même cas qu'Eric, comme ça on peut l'approfondir un petit peu. Vous voyez ici, si on met l'horloge, qu'on est à 12 heures ici, donc on a une fuite ici à 11 heures, on a une fuite à 9 heures, on regarde l'auricule, et puis une fuite ici à 6 heures postérolatérale. Si on regarde ça sur notre schéma, ça nous donne à peu près ça. C'est important, après qu'on ait localisé les fuites, de bien les quantifier. Si on reprend la classification que proposait Eric, on a septum antérieur, latéral et postérieur, et vous voyez qu'on a tout de suite ici un petit problème, c'est que la fuite à 6 heures, elle est à la jonction des segments postérieurs et latéral, et puis la fuite à 9 heures, qu'on trouve très fréquemment, elle est à la jonction des segments antérieurs et latéral. Ça ne fait pas vraiment partie du guidage per procédure, mais avant la procédure, avec un CT scan tridimensionnel ou 4 dimensions, comme disent certains, on peut obtenir exactement les mêmes images avec une précision vraiment, ça c'est bien sûr pas le même patient, mais on peut voir très joliment ici une fuite entre midi et 2 heures et une fuite à 11 heures. On y reviendra après parce que dans la fusion d'images, ça va peut-être jouer un rôle. Donc, de nouveau, moi, chaque fois qu'on reprend un patient, je refais la quantification des fuites et puis on se base la plupart du temps sur la quantification du jet couleur. J'essaye de trouver un plan de coupe dans la fuite qui me permet de tracer la fuite et puis de déterminer une taille de cette fuite pour choisir le type et la taille du système. On a chez ce patient attaqué la fuite antérieure qui nous paraissait la plus significative, la fuite qui se trouve à 9 heures, on regarde l'auricule. Et là, vous voyez que sur la vue en OAD 30, eh bien, vous êtes à la base de l'auricule ici. Et si on essaye de rajouter notre horloge dans cette vue, vous avez 9 heures en haut, 12 heures on regarde l'aorte, 6 heures en bas postérieur et 3 heures un peu plus haut. Et si vous faites le dessin ici, pardon, je vais voir si j'arrive. Voilà, ici, si vous schématisez la position de l'auricule, hein, qui vient ici, le débord de l'auricule gauche et l'aorte, vous voyez bien qu'on est vraiment en face de l'auricule. Hein. Donc ce travail, il est toujours assez difficile au début d'arriver à bien communiquer nos repères anatomiques de l'écho à la fluoroscopie. Après le passage du guide, on peut le vérifier soit en 2D, soit en 3D. Je vous montrerai d'autres images, c'est souvent plus joli en 3D. Mais là, c'est important de s'assurer qu'on passe effectivement bien dans la fuite paravalvulaire et pas dans la valve. En général, quand vous franchissez la valve, il y a une fuite qui apparaît et puis vous le voyez assez rapidement. Après tout le travail, au fond, de passage du cathéter qui va libérer le système à travers la valve, ça c'est vraiment du ressort émotionnel et puis l'échocardiographeur n'a pas grand-chose à dire ou à faire jusqu'à ce qu'on mette le système en place.
J'essaye toujours de freiner Eric. Une fois qu'on a déployé le disque ventriculaire, j'essaye déjà de vérifier si au moment où on applique le disque ventriculaire, la fuite disparaît ou disparaît pas complètement. C'est un premier bon signe qu'on a choisi une bonne taille de prothèse. C'est aussi déjà à ce moment-là qu'on peut voir s'il y a une ailette qui est gênée dans sa fonction. Ensuite, Eric est toujours pressé, donc il libère rapidement le disque atrial. Et puis, à ce moment-là, il s'arrête, puis il me dit, voilà, est-ce que c'est bon? Donc, on regarde bien sûr que la fuite soit correctement traitée. Ici, vous voyez qu'on n'a plus qu'une mini-fuite ici. Et puis, on attache beaucoup d'importance à l'aspect de la prothèse sur la face auriculaire. Là, ce n'est pas des grandes images, on a vu mieux, mais c'est un cas qui est tellement didactique que je l'ai choisi pour ça. Donc, on s'assure que la prothèse est vraiment bien déployée sur la face auriculaire. Quand vous avez une prothèse qui a retrouvé sa forme normale, on est rassuré sur la stabilité aussi de la prothèse. On fait ensuite nos petits tilt tests pour s'assurer que ça tient et puis qu'on peut la libérer. Et là, on a attaqué la prothèse, disons la fuite suivante. Vous vous souvenez qu'elle était postérieure à 6 heures. Donc ici, sur une vue de profil, on va se retrouver en bas de la valve. Et puis en OAD, on est aussi au bas de la valve. Si je vous remets encore une fois l'horloge, on aurait à peu près ça. Et sur la vue en OAD, vous auriez ça. Donc on est vraiment à 6 heures et vous voyez qu'on retrouve notre première occlusion à 9 heures. On regarde l'auricule. Ça allait bien pour moi, mais bon. Donc voilà, là, de nouveau, passage du guide dans la fuite à 6 heures. En 3D, on est toujours assez sûr qu'on est à la bonne place. Là, je vous montre rapidement le déploiement de la prothèse. Et de nouveau, on aime bien s'assurer que la prothèse a une bonne forme et qu'elle est correctement déployée. Vous voyez qu'ici, elle devrait être un peu plus tangentielle le long du disque. On est un petit peu de travers. Mais ça, c'est un problème qu'on ne maîtrise pas toujours. Elle s'est positionnée comme ça. On a choisi ici des AVP3. On choisit souvent des bonnes tailles, 5 mm. Ça, c'est 2, 5, 14 jusqu'à maintenant, pour des trous qui faisaient 3 sur 9 à peu près. Et puis, on attaque, là on a le résultat final après la fermeture de la fuite postérolatérale. La fuite rétro-aortique, elle nous a donné plus de fil à retordre, d'abord parce qu'elle était plus petite, et puis qu'on avait déjà nos deux systèmes en place. Mais après, c'est aussi plus facile, à la fois sur l'écho 3D et sur la fluoroscopie, parce qu'on peut se repérer sur la première prothèse. Vous êtes ici à 9 heures, vous vous souvenez que la fuite, elle est vers 10-11 heures, donc on est juste un peu en dessus de cette prothèse. Et sur la fluoroscopie, ça vous donne ça, avec de nouveau notre horloge. Vous voyez que 9 heures, on regarde l'auricule, 12 heures, on est vraiment rétro-aortique, et puis on est pratiquement à 12 heures. Comme vous a montré Eric, cette fuite était plus petite et on n'arrivait pas à passer de système, donc on a dû dilater la fuite. Et puis on a aussi un angle de notre prothèse qui n'est pas très favorable par rapport au feuillet de la valve mitrale prothétique. À ce moment-là, souvent c'est en écho qu'on voit qu'on bloque une ailette, mais dans cette vue-là, on ne voit pas les ailettes et puis l'imagerie n'était pas extraordinaire. Donc là, c'est plutôt en fluoroscopie qu'on a vu qu'il y avait une ailette qui était bloquée de manière intermittente. Ce que je fais toujours après chaque prothèse, s'il n'y en a qu'une, c'est plus facile, c'est qu'il faut vraiment toujours vérifier le gradient. Et puis là, on avait un petit doute, on vérifie le gradient qui était un gradient moyen à 9, alors qu'en début de procédure, on avait cette courbe avec un gradient moyen à 6. On sait que là, il se passe quelque chose. Et on cherche plus loin. Donc là, finalement, en tirant le système, on est arrivé à l'allonger, puis à le mettre un peu dans la fuite, et puis à libérer la valve mitrale qui fonctionne bien. Et vous voyez qu'il reste une mini-fuite ici résiduelle, avec chez ce patient, finalement, un bon résultat pour les 3 systèmes que vous voyez ici. 11 heures, 9 heures, 6 heures. Le résultat hémodynamique avec une onde V qui était à plus de 50 avant, qui descend à 25-30, et puis un gradient moyen sur la prothèse qui n'a pas bougé. Les fuites paravalvulaires aortiques, ça c'est moins satisfaisant pour l'échocardiographeur. Pourquoi? Parce que la vision de la valve aortique elle est plus difficile. En écho transœsophagien, on voit bien l'aspect postérieur de la valve,
mais on manque en général l'aspect antérieur. Et je vous montrerai des exemples, surtout si on a une valve mécanique en position mitrale ou en position aortique, c'est des fois plus difficile. Le principe, il est le même. Au fond, il faut bien sûr s'assurer que la fuite est paravalvulaire, qu'elle est significative. Et là, comme on a eu cette discussion rapide avant, ben, on essaye de se donner tous les moyens. Moi, j'essaye de déterminer en fait la taille de l'orifice régurgitant. C'est plus difficile, je trouve, dans les fuites paravalvulaires aortiques parce qu'on a l'impression qu'il y a un trou d'entrée, puis il y a un trajet souvent un peu serpigineux là, le long de la valve, qu'on a souvent de la peine à vraiment bien imager. Mais en tout cas, on peut voir l'orifice d'entrée, l'orifice de sortie et se baser là-dessus pour le choix de la prothèse. L'orientation, moi j'ai pris plutôt celle-ci, mais on peut changer, hein, qui a l'avantage de mettre midi au même endroit. Hein, sinon, vous êtes obligé de faire un peu de gymnastique dans l'esprit. C'est vrai que là, ça vous oblige à inverser cette horloge, ou disons à la tournée de 90 degrés par rapport, ou plutôt de 180 degrés par rapport à ce qu'on a vu. Et dans ce cas-là, vous avez midi en regard du midi de la valve mitrale, 3 heures la coronaire gauche, et puis environ 7 heures la droite. Hein. 7-8 heures la droite. Donc cette fuite, elle est postérieure, elle part vraiment à 12 heures, et puis elle finit un petit peu de manière excentrique. La quantification ici, on pouvait la faire pratiquement en 2D. Et puis, on guide la procédure. Là aussi, on voit moins bien que dans la mitrale, mais vous voyez, vous devinez plutôt ici le guide qui franchit la fuite. Ça se voit souvent mieux en fluoroscopie. Et puis, on vérifie bien sûr au moment du déploiement du système qu'on est bien au bon endroit. Un des problèmes qu'on a aussi dans ces cas-là, c'est que vous voyez que l'orifice, il est orienté dans ce sens-là, puis votre prothèse, elle s'oriente souvent dans ce sens-là, en gênant un peu la prothèse aortique. Donc, ce n'est pas toujours très facile, je trouve, d'avoir un bon résultat. Chez ce patient, en l'occurrence, on a eu un excellent résultat. Ça, c'est la vue depuis l'aorte. Vous voyez ici la prothèse qui est en regard ici du septum, disons du septum interauriculaire. Et puis, la même vue depuis la chambre de chasse, avec la prothèse qui se trouve ici. Là aussi, je trouve que l'orientation selon l'horloge, c'est moins utile. Hein. On a plus envie de prendre des repères anatomiques comme le septum interauriculaire et les orifices coronariens. Et puis le 3D, souvent, amène pas beaucoup dans cette situation. Les difficultés, comme je vous en ai parlé pour la valve aortique, c'est au moment où vous avez une prothèse mécanique, vous ne voyez pas tellement l'aspect antérieur de la valve. Hein. Ici, vous avez l'impression que tout est correct. En l'occurrence, chez ce patient, il y avait aussi une valve mitrale mécanique, donc c'est une situation où vraiment l'écho est plus difficile. Donc vous êtes obligé d'aller en transgastrique, et puis vous voyez ici cette fuite antérieure qui apparaît là. C'est plus joli en fluoroscopie, puisque là, vous arrivez à mettre en évidence la fuite qui est pratiquement en regard du départ de la coronaire droite. Et on retrouverait notre horloge comme ça, avec notre midi qui se trouve un peu décalé à la jonction mitro-aortique. Donc cette fuite, en fait, on la mettrait ici en regard de l'orifice de la coronaire droite. Ensuite, le guidage de la procédure, il va se faire essentiellement par la fluoroscopie dans cette situation-là, hein, avec le passage de la fuite, 2 guides, et puis le largage du système. Et un bon résultat final, puisque vous voyez ici qu'en transgastrique, on ne retrouve plus notre fuite antérieure. Et le résultat final avec des ailettes qui bougent symétriquement. Donc en résumé, je pense que l'écho, en particulier l'écho 3D, elle a un rôle complémentaire indispensable dans la fermeture des fuites paravalvulaires mitrales. Aortique, c'est moins évident, ça aide, mais ce n'est pas essentiel dans la procédure. Je pense que c'est important que les échocardiographeurs qui s'intéressent au structurel, en particulier pour ce genre d'intervention, vraiment se forgent une expérience et puis aient une formation spécifique en écho interventionnel. Ça, c'est un peu notre rôle, à nous, imageurs, de mettre sur pied cette formation. Et puis, pour introduire la présentation suivante, il y a vraiment là de la place pour l'imagerie de fusion. On peut imaginer ici, comme le groupe de Ruiz le fait, fusionner le CT scan, hein, c'est un peu des experts du CT scan 3D avec la fluoroscopie, puis vous obtenez des images à l'écran qui sont très parlantes, où vous pouvez localiser ici
des repères anatomiques ou des fuites paravalvulaires. Et puis bien sûr, ce qui a le vent en poupe maintenant, c'est la fusion écho 3D et fluoroscopie avec Echo Navigator. Comme m'a dit Eric, on a le système, mais jusqu'à maintenant, on ne l'a pas beaucoup utilisé parce que ça nécessite la formation d'un technicien. Au moment où vous déterminez une position, comme ici, d'une fuite paravalvulaire sur l'écho, il y a un technicien qui doit faire une manipulation pour que le repère apparaisse sur la fluoroscopie. Mais c'est vrai que maintenant, vous pouvez même superposer l'écho 3D en transparence sur la fluoroscopie. Donc vous commencez vraiment à arriver à une imagerie de fusion qui devrait être utile dans cette communication entre l'échocardiographeur et l'interventionnel. Je vous remercie de votre attention. Pendant la préparation de sa présentation, il y a des questions. Oui, je voulais avoir c'est une question que je pose à l'ensemble de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un a l'expérience de fermeture de fuite paraprothétique sur les valves TAVI? La réponse est oui, mais pour illustrer ça, il faut un peu de temps. Peut-être que pendant la pause, après, je peux vous montrer quelque chose. Moi, j'en ai fermé 2 et bon, ça a bien marché. D'autant plus que l'un des 2 avait aussi une CIV post-avis que j'ai aussi fermé dans le même temps, ce qui à mon avis un peu plus aidé encore. Je pense que ça va être un problème dans les années qui viennent, qui va devenir de plus en plus important et qui est actuellement sous-évalué parce qu'il ne faut pas oublier que les candidats au TAVI, c'est quand même des gens en assez mauvais état général. Finalement, par rapport à quelqu'un qui va avoir la fuite paravalvulaire comme simple, on va dire, problème, eux, ils ont tout un tas d'autres choses qui font que, bon, une fuite paravalvulaire, le TAVI est réussi par ailleurs, on s'en préoccupe pas plus que ça. Mais par contre, avec l'évolution, je pense que ça va devenir un problème plus important. Je sais que Hélène, à côté de moi, on a fermé une aussi avec un joli résultat. Et, donc ça fait partie des choses qui vont se dessiner dans l'avenir.